Cherchez l'erreur. De 17 à 18h, Isaac Franco, Gérard Grosjean. Bonsoir chers auditeurs de Radio Judaïka. Gérard Grosjean et Isaac Franco sont heureux de vous retrouver pour l'émission Cherchez l'erreur. Bonsoir Isaac. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. On remercie Fanny par la même occasion qui met en onde notre émission. Et nous allons commencer peut-être ce soir par un bref rappel de la situation post-électorale en Israël. Depuis l'élection de la semaine passée, le Premier ministre qui est désigné pour constituer le nouveau gouvernement, je veux dire Benjamin Netanyahou, a commencé ses consultations, a rassemblé les 67 élus de sa coalition. Et je crois que depuis ces premières consultations, émerge un certain nombre de problèmes, dus notamment aux appétits croisés entre plusieurs ministres potentiels et qui peuvent engager également, dans certains cas, le soutien ou non, ou l'appartenance ou non à cette consultation, cette coalition, excusez-moi. Ça se pose notamment dans le cas de Moshe Carlon et le parti Kulanou. En dernière minute, Moshe Carlon se pose la question s'il va intégrer ou non cette coalition, dans la mesure où, s'il recevait bien le portefeuille des finances, il souhaite également que le président de la commission parlementaire finances soit en phase avec lui. Et l'attribution de ce poste à un autre parti que Kulanou lui pose problème. Voilà un genre de problème qui se pose et qui risque de se multiplier tant les appétits sont féroces dans chacune des parties de la coalition. Et je crois qu'il va falloir peut-être utiliser tout le délai légal prévu avant d'obtenir véritablement un gouvernement. Isaac ? Oui, alors pour ceux qui pensaient que le processus électoral avait déjà touché son épilogue, on en est loin. Effectivement, on vient à peine de rentrer depuis mercredi dernier, c'est-à-dire le jour auquel le président de l'État a confié la mission au vainqueur des élections, c'est-à-dire à Benjamin Netanyahou, le soin de former un nouveau gouvernement, de s'appuyer sur une nouvelle coalition. Eh bien, effectivement, les consultations ont commencé et en même temps que commençait la troisième étape de ce processus électoral. Première étape, c'était le vote proprement dit, les électeurs qui vont dans l'urne et qui déposent leur bulletin. La deuxième étape, c'est le comptage, le dépouillement, et puis savoir à qui le président de l'État allait confier cette tâche. Maintenant, la troisième phase a commencé, certainement la plus dure, qui consiste pour le formateur ou le Premier ministre in pectore, c'est-à-dire le futur Premier ministre Benjamin Netanyahou, de constituer cette coalition, ce gouvernement, sur la base de cette majorité de 67 sièges qui ont tous demandé au président de l'État de confier cette mission à Benjamin Netanyahou. Et effectivement, le Premier ministre sortant a jusqu'au 7 mai, c'est-à-dire 28 jours plus 14 jours au maximum, pour débrouiller cet écheveau et pour essayer de trouver cette fameuse quadrature du cercle, c'est-à-dire de satisfaire tout le monde. Une offre infiniment plus importante une demande infiniment plus importante que l'offre qu'il a pour la satisfaire. Donc effectivement, il y aura des mécontents. Et le tout est de savoir le degré de mécontentement de chacun des partis, parce que, à n'en pas douter, il n'y aura personne qui sera satisfait à la sortie de ces consultations. Tout le monde sera plus ou moins frustré, tout le monde sera plus ou moins insatisfait parce qu'il n'aura pas reçu tout ce qu'il espérait de ces consultations. Au premier chef, il y a le faiseur de roi, celui dont on a parlé toutes ces dernières semaines, c'est-à-dire Moshe Carlon, le président de Kulanou, ce personnage qui est issu du Likoud et qui a fait tout le processus électoral sur l'économique et sur le social. Il a demandé et il a obtenu du Premier ministre le portefeuille des finances, ça c'est
acquis, et c'est indiscutable, le Premier ministre n'y reviendra pas. Seulement, Moshe Carlon demande, en plus de ce portefeuille, les moyens d'agir dans l'enceinte parlementaire, c'est-à-dire d'avoir la présidence de la commission parlementaire des finances, comme vous le disiez tout à l'heure, parce qu'il ne sert à rien d'avoir le ministère des Finances si celui qui dirige l'agenda politique à la Knesset, celui qui va décider ce qu'on soumet au vote à la Knesset, est d'un autre parti et ne partage pas ses vues sur le plan économique et social. Donc, il y a un besoin de cohérence, c'est d'ailleurs comme ça que s'est exprimé le Moshe Carlon. Et le Premier ministre, dans un premier temps, avait laissé entendre que cette présidence de la Commission des Finances serait attribuée à un parti religieux. Ça a mis en colère Moshe Carlon, qui a quitté les négociations juste avant le week-end. Et ça n'est depuis que le Premier ministre lui a assuré que cette décision n'était pas encore prise et que la question restait ouverte quant à la Commission des Finances que Carlon est revenu à la table des négociations. Nul doute que chaque jour apportera son lot de surprises, de disputes, de colère, de claquage de porte, de bouderie, de bougonnerie. On aura ça tous les jours jusqu'au 7 mai. Ceux qui pensaient que le processus électoral était terminé, que c'était plié et que ce n'était plus qu'une affaire relativement facile de monter cette coalition en sont pour les frais. Leurs frais, c'est normal. Chacun veut faire entendre à la majorité, à la nouvelle coalition, eh bien, tout son programme ou un maximum des points de son programme. D'ailleurs, chacun des partis qui est reçu par le Premier ministre, il va avec toutes ses revendications, c'est-à-dire avec tout son cahier des charges. Il dit, voilà, moi je veux, pour participer à cette coalition, je veux que ça soit satisfait, ça soit... Il faut savoir qu'il y a un contrat de gouvernement qui va sanctionner cette coalition, c'est-à-dire que chacun des accords entre le Premier ministre et les partis qui vont en faire partie, ça va être sanctionné par un accord de gouvernement, c'est-à-dire que ça ne sera pas sur la parole, mais ce sera un véritable contrat qui régira les discussions ou les rapports entre les différents membres de cette coalition à naître encore. Alors, ça se complique également avec, je dirais, les calculs d'apothicaire que cela implique. Il est clair que si Kulanu, au final, n'est pas satisfait et que la menace qui existe déjà, qui ne siège pas dans cette coalition, c'est une perte de 10 sièges, ce qui ferait passer la coalition de 67 à 57, ce qui est insuffisant, évidemment, pour gouverner et pour emporter le poste de Premier ministre. Et il y a également, je pense, des équilibres à faire entre les revendications. Ce qui est Yisrael Beiteinu d'Liberman avec 6 postes, qui lui aussi fait le forcing pour obtenir, si possible encore, le ministère des Affaires étrangères. Et s'il menace de quitter, on n'aurait plus que 61 sièges dans la coalition. Oui, c'est tous ces équilibres à réaliser en tenant compte du pouvoir de négociation réciproque des partenaires, des futurs partenaires de la coalition, qui complique la tâche de Benjamin Netanyahou. Alors, l'issue de ces négociations fait peu de doute. Il y aura une coalition, elle sera constituée par ces 67 sièges. La question, c'est de savoir le modus operandi pour y arriver. Mais finalement, ça va se passer comme ça. Lieberman restera dans la coalition parce qu'il n'a aucun avenir et aucune visibilité ou aucune existence politique en dehors. Même chose pour Kulanu. Il fait monter les enchères, c'est bien normal. Il a un pouvoir extrêmement important. Mais imaginons qu'il ne rentre pas dans la coalition et que celle-ci se trouve réduite à 57 sièges. Le président de l'État confiera alors la mission à un autre, vraisemblablement au chef de l'Union sioniste, qui n'arrivera pas plus à ce résultat, ce qui précipiterait Israël dans une crise politique importante. Et on devrait, après 100 jours de différentes consultations, lorsqu'on va au bout du processus et qu'on a fait la preuve de sa vacuité, de la vanité de tous les efforts, eh bien, il faut repasser aux urnes. Et les équilibres ne changeront pas pour autant. Donc il faudra que chacun prenne ses responsabilités, que chacun s'asseye sur une partie en tout cas de ses revendications pour que, eh bien, on arrive à faire une cote plus ou moins mal taillée qui permette à cette coalition de fonctionner. Il y a tellement de défis aujourd'hui qui sont lancés à Israël, vous allez me dire, il n'y a rien de nouveau, mais tant sur le plan interne, les Israéliens veulent que des décisions soient prises pour améliorer leur quotidien. Sur le plan extérieur, on y reviendra tout de suite derrière ce sujet lié à la suite des élections israéliennes. Il y a tellement de défis extérieurs, je pense à l'Iran.
avant toute chose, mais pas seulement. Il y a les dangers sur le Golan, il y a cette volonté, semble-t-il, du Hezbollah d'en découdre, du Hamas qui ne cesse de chercher à se réarmer. Et de percer de nouveaux tunnels. Tout à fait. Donc il y a cette région entière qui tremble sur ses bases et qui cherche un nouvel équilibre, précaire nécessairement, parce que c'est décidément toutes les bases sur lesquelles reposait cette région qui ont été littéralement balayées par ce qu'on a appelé improprement le printemps arabe et qui doit se reconstruire sur de nouvelles bases. Il y a ce problème arabo-juif qu'on appelle improprement le conflit israélo-palestinien. Nul doute aussi que les pressions vont s'accentuer de la part des chancelleries européennes et également de la Maison-Blanche pour faire plier Benjamin Netanyahou et accepter des concessions qui pourraient être dangereuses quant à l'avenir du pays. Il y a tout cela et les Israéliens ne comprendraient pas que face à tant de défis, chacun des responsables de parti ne prenne pas ses responsabilités parce que l'ouvrage qu'ils ont à entreprendre est considérable, les défis à relever sont considérables et les dangers qui pèsent sur l'État d'Israël sont énormes. Comme le disait le Premier ministre lorsqu'il s'adressait de façon rhétorique au président des États-Unis, il disait vous vous réveillez le matin en ayant à l'esprit le souci de la sécurité des États-Unis, moi j'ai le souci de la survie d'Israël. C'est toute la différence. On peut peut-être faire un petit saut dans la mer Rouge jusqu'à Sharm el-Sheikh. Oui. Sharm el-Sheikh, une station balnéaire égyptienne, et où se réunit le sommet arabe actuellement. C'est réuni la semaine dernière, oui. C'était à la fin de la semaine dernière, et où a été décidé finalement la formation d'une force arabe conjointe destinée à lutter contre Daesh et également à essayer de nettoyer le Yémen de la présence des Houthis, des rebelles Houthis, qui ont apparemment pris le palais de Sanaa, du gouvernement, qui ont fait fuir le président, qui sont, une minorité chiite, téléguidée par l'Iran, encore une fois, et qui met en péril, évidemment, rien moins que la circulation des biens et du pétrole par le détroit de Bab el-Mandeb. Et là, pour une fois, les pays arabes ont constitué une ligue de défense, ce qu'ils appellent une force arabe conjointe, pour éliminer ce péril des rebelles Houthis, et qui ont commencé des bombardements de leurs forces, de leur position, et je crois que c'est une première dans le monde arabe, où des Arabes tirent sur des Arabes, et ont décidé véritablement d'en finir avec les gens qui se rebellent contre l'autorité établie, même si cette autorité est tout à fait contestable et contestée. Mais c'est la première fois que cela arrive. Et au sommet arabe de Sharm el-Sheikh, il y avait également M. Abbas, Mahmoud Abbas, qui, lui, a profité de ce sommet pour essayer de faire avancer, dans l'agenda, le problème palestinien, qui jusqu'à présent n'était pas véritablement une priorité pour la Ligue arabe, et qui, à l'issue du sommet, a déclaré qu'il tenait à réévaluer sa position à l'égard d'Israël. Bon, il y a beaucoup de déclarations comme ça, dont on se demande quelle est leur utilité, quelle est leur opportunité, mais dans le contexte actuel, il n'y a rien moins dans l'esprit de Mahmoud Abbas que cette ligue, cette coalition de forces arabes conjointes pourrait également intervenir, le cas échéant, dans le territoire de l'autorité palestinienne. C'est un changement considérable dans l'appréciation des problèmes de la région et dans l'équilibre des forces de la région. Allez savoir si son envie va jusqu'à bombarder le Hamas pour récupérer sa légitimité sur le territoire de Gaza,
est-ce que ça déborde cette seule affaire de Gaza? Est-ce que ce ne serait pas pour également, éventuellement, combattre Israël, pour le forcer à évacuer la Judée et Samarie? Et tout est possible. Avec la logorée des leaders arabes et palestiniens, on peut tout envisager. Alors, quelle est votre appréciation, Isaac? Alors, si Abbas pense que la Ligue arabe aurait pour projet d'intervenir dans les affaires interpalestiniennes pour mettre au pas le Hamas et ainsi faire bénéficier le Fatah, il se leurre, parce que vraiment la Ligue arabe, c'est pas du tout le problème palestinien, la question palestinienne n'est pas du tout dans ses priorités, indépendamment de ses assurances convenues qu'il faut mettre un terme à l'occupation israélienne et tout. Bon, ça c'est ce qu'on appelle en anglais le lip service. On se sent obligé de dire ces choses-là, mais il est évident que la question palestinienne, et depuis très très longtemps, a cessé d'être une priorité pour la Ligue arabe. Quant à imaginer que la Ligue arabe puisse ourdir un plan quelconque contre Israël, là non plus, ça n'est pas du tout dans ses priorités, et ça n'est pas non plus dans son intérêt d'ailleurs, puisque c'est vraisemblablement le pays sur lequel ils comptent le plus pour faire barrage à l'impérialisme et à l'impérialisme iranien. Donc, bon, ça c'est de l'exotisme, c'est du lyrisme typiquement oriental, ça permet à Abbas d'exister, mais pour revenir à des choses infiniment plus sérieuse, la réunion de la Ligue arabe, elle était justifiée par ce changement, par ces menées, par ces actions plutôt menées par les Houthis, par les rebelles Houthis, qui sont instrumentalisés par l'Iran, exactement comme le Hezbollah l'est au Liban, dans un pays qui est l'arrière-cour du monde arabe, 27 millions d'habitants, probablement le plus pauvre de tous les pays, avec un taux de chômage ahurissant, avec 70% d'à peu près de personnes incapables de lire ou d'écrire, c'est-à-dire un taux d'analphabétisme extraordinaire, peuplé de 2 tiers sunnites et 1 tiers chiites. Et là, il y a une fragilité, je dirais, qui date depuis plusieurs décennies, qui a trouvé son point d'orgue il y a de cela quelques semaines, lorsque le président Hadi a été déposé et a dû fuir Sanaa, la capitale, et son palais présidentiel, pour se réfugier dans la grande ville côtière de Aden. Et c'est à la veille du jour où les Houthis allaient investir la ville d'Aden et donc avoir la haute main sur la circulation maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb, qui commande l'accès de la mer Rouge lorsqu'on vient de l'océan Indien, ou de l'océan Indien lorsqu'on vient de la mer Rouge, c'est-à-dire le point de liaison entre la mer Méditerranée et l'océan Indien. Donc un point de passage obligé pour tous les navires marchands, et pas seulement pour la route du pétrole, mais pour les navires marchands en général, qui viennent d'Asie du Sud ou d'Asie du Sud-Est, qui remontent vers l'Europe et qui vont emprunter un peu plus haut le canal de Suez. Il leur faut passer dans ce détroit de Bab el-Mandeb, qui, s'il est contrôlé par l'Iran, donnerait à l'Iran le pouvoir de contrôler chacun des bateaux, de monter à bord, de demander la composition de la cargaison, de dire si tel bateau peut passer, si tel autre ne peut pas passer. C'est donc donner un pouvoir exorbitant à l'Iran, et c'est donc la veille du jour où les Houthis menaçaient de prendre le contrôle d'Aden que la Ligue arabe a décidé, sans en passer par un mandat de l'ONU qui donnerait une quelconque légitimité internationale à leur intervention collective, mais ils ont décidé une intervention de 10 État. C'est absolument remarquable, il faut souligner, on a moqué peut-être l'Arabie Saoudite, mais elle a montré une capacité diplomatique remarquable, parce qu'elle a monté cette coalition en très très peu de temps, avec l'Égypte, la Jordanie, les pays du Golfe. Mais ce qui est plus remarquable encore, c'est que dans ces pays du Golfe, on compte le Qatar, qui a toujours de fer au feu. On compte aussi le Soudan, qui jusqu'il y a 6 mois seulement était un allié de l'Iran. On se rappellera que la contrebande d'armes de l'Iran à destination du Sinaï et pour, in fine, le Hamas, passait par le Soudan, ça remontait ensuite jusqu'à l'Égypte, ça traversait la péninsule du Sinaï et ça finissait par les groupes terroristes qui sont là et également au Hamas. Le roi Salman d'Arabie Saoudite a réussi à retourner Omar el-Béchir, qui est d'ailleurs, c'est une parenthèse, poursuivi par la Cour pénale internationale pour génocide, mais a réussi à le retourner et à l'enrôler dans cette coalition arabe.
il ne s'est pas arrêté en aussi bon chemin, l'Arabie Saoudite, puisqu'elle a réussi à enrôler également deux autres pays dans sa croisade anti-chiite et anti-iranienne, puisqu'il a enrôlé rien de moins que la Turquie, dont l'Arabie Saoudite est un des principaux créanciers. Il faut savoir que la dette turque est de 320 milliards de dollars et qu'une grande partie de cet argent vient de banques saoudiennes. Ça donne un certain levier aux Saoudiens pour faire pression sur les Turcs, et donc les Turcs se sont enrôlés. Même chose pour les Pakistanais. Et donc, on voit que la Ligue arabe, l'Arabie Saoudite et l'Égypte ont pris conscience et ont tiré les conséquences de la vacuité de la politique américaine au Proche et au Moyen-Orient pour se dire, ça, on ne peut pas l'accepter. L'Arabie Saoudite ne peut pas accepter que l'Iran soit dans l'arrière-cour, c'est-à-dire au sud de sa frontière, et menace la route du pétrole. Et donc, c'est décidé d'intervenir, de monter cette coalition en un temps remarquablement bref, absolument. Et ça n'est pas la première fois que l'Arabie Saoudite a montré sa capacité de réactivité et de frapper dans les gencives de l'Amérique. On se rappellera que déjà au mois de septembre, l'Arabie Saoudite a été le principal artisan de la chute du pétrole, en refusant de diminuer sa production, qui aurait diminué l'offre, et donc faire augmenter les prix. Mais ce faisant, en maintenant sa production et donc en pesant sur les prix qui ont considérablement diminué, moins de la moitié de ce qu'ils étaient il y a un an à peine, eh bien ça permet également de frapper l'industrie pétrolière américaine qui travaille sur les schistes bitumineux. Donc voilà une capacité diplomatique remarquable, un savoir-faire diplomatique étonnant, qui montre qu'en tout cas, eh bien, les Saoudiens ont pris toute la mesure de l'inconsistance de la politique américaine, et que se dégage eh bien, une nouvelle réalité dans la région où l'Arabie Saoudite s'affranchit de sa tutelle et montre qu'elle est capable de prendre des décisions sans même en avertir l'Amérique, puisqu'il faut savoir une chose, c'est que l'intervention de cette coalition de la Ligue arabe de 10 pays, eh bien, les Américains en ont été prévenus quelques heures seulement avant. Et les Américains, naturellement, disent qu'ils fournissent une aide logistique et de renseignement et pas autre chose, parce qu'ils ne veulent pas fâcher l'Iran avec en pleine négociation sur le nucléaire. Et on voit bien à quel point la position de l'Amérique est schizophrénique littéralement. C'est qu'ils sont en train de constater ces ambitions hégémoniques iraniennes, et ça ne les empêche pas de discuter d'un moratoire avec l'Iran qui permettrait à ce pays de devenir un État du seuil, sans jamais contester ses visions hégémoniques, ses aspirations hégémoniques, sans même lui demander des comptes sur ses ambitions quant au développement de missiles balistiques qui leur permettraient de transporter une arme nucléaire. Alors du côté de l'Arabie Saoudite, il y a également la demande sous-jacente, ou l'espoir sous-jacent de pouvoir se constituer également en tant qu'État nucléaire, pays nucléaire. C'est-à-dire que tout va dépendre également des résultats des négociations qui se situent à Lausanne actuellement, et où la question du nucléaire militaire de l'Iran est sur la table. Mais l'Arabie Saoudite a déjà prévu que si jamais les négociations n'aboutissent pas, ou s'ils aboutissent à un accord qui ne donne pas de garantie suffisante, un accord robuste, comme disait Laurent Fabius, l'Égypte voudrait obtenir également l'arme nucléaire, et ce n'est pas le seul pays dans la région qui a ces appétits. Voilà pourquoi l'avenir de la région est tout entier suspendu à ces négociations, et qu'il est clair maintenant que les partenaires européens notamment, et russes et chinois des États-Unis dans les négociations, doivent commencer à se poser des questions. Savoir est-ce que Obama ne les a pas enfumés, comme on dit vulgairement, pour aboutir à un résultat concret, un accord qui ne serait finalement qu'un chiffon de papier, mais qui ne donnerait aucune garantie sur le fait que l'Iran ne pourrait pas disposer, au moins à terme,
de la puissance nucléaire, des armes nucléaires. C'est un problème considérable qui est posé actuellement, et en dehors du fait qu'il se pose toujours le problème de l'hégémonie sur la région. L'Iran a la prétention de devenir le patron de toute la région. Il n'est pas le seul, la Turquie a la même prétention. Et l'Arabie saoudite également. Ce sont trois candidats, trois compétiteurs, avec chacun leurs faiblesses et leurs forces. La faiblesse de l'Iran, c'est que ce n'est pas un pays arabe, alors que la région est principalement peuplée d'Arabes. La Turquie n'est pas un pays arabe non plus, c'est aussi un autre désavantage. L'Arabie saoudite, de ce point de vue-là, est, je dirais, le meilleur placé. Mais il y a encore l'Égypte qui est derrière, qui actuellement n'a certainement pas les moyens en puissance pour faire jouer sa prépondérance qu'elle a maintenue pendant des années sur le Moyen-Orient. Donc c'est tout un ensemble, je dirais un jeu de dominos également qui se joue là, où chaque fois que l'on retourne un domino, l'équilibre se trouve complètement déplacé. Ce qui rend fou la région, c'est cette ambition hégémonique iranienne, c'est-à-dire chiite, et on est en pleine guerre sunnite-chiite. C'est ce qui fédère pour l'instant les alliances. On le voit, Turquie, Égypte, Arabie Saoudite sont désormais du même bord parce qu'ils ne supportent pas, ils ne peuvent pas envisager que la région tombe avec l'assentiment américain. C'est ça le plus grave, c'est la chose la plus incompréhensible, tombe sous la coupe de l'Iran. C'est tout simplement impensable. On est prêt à aller au bout, on est prêt à faire la guerre. C'est ce qui se passe d'ailleurs au Yémen par protagonistes interposés, mais en tout cas, on est en pleine guerre, sunnisme contre chiisme. Ça se passe au Yémen parce que ça commande les routes du pétrole. Et ça, l'Arabie Saoudite a tracé des lignes rouges extrêmement claires. Mais les lignes rouges saoudiennes sont autre chose sérieuses et autrement plus cohérentes que les lignes rouges américaines. Et ça n'a pas pris longtemps. Les Saoudiens ont dit « Nous n'accepterons pas la mainmise de l'Iran sur le Yémen parce que ça commande la route du pétrole. C'est impensable pour nous. Pour nous, c'est un casus belli, donc on fait la guerre. » Ni une ni deux, on fait la guerre. Et on est dans une logique de guerre. C'est un problème existentiel. C'est un problème existentiel pour tous ces pays, pour l'Arabie Saoudite, parce que si elle laisse faire à sa frontière sud ce que l'Iran est en train de chercher à y faire, eh bien c'est tout le royaume saoudien qui est menacé. Et avec des conséquences que l'on peut aisément deviner lorsque l'on sait que l'Arabie Saoudite, eh bien c'est le bailleur de fonds de la Turquie, c'est le bailleur de fonds également de l'Égypte, et donc l'ambition ultime du régime iranien, ça n'est pas naturellement le Yémen, c'est rien de moins que le royaume saoudien. C'est rien de moins que la Mecque et Médine. C'est de contrôler les lieux saints. C'est une guerre déclarée par le chiisme au sunnisme. Le sunnisme a relevé le gant. Oui, en matière de logique, on s'aperçoit également que les pays arabes, je pense notamment à la Jordanie, je pense également à l'Arabie Saoudite et à ses clients, qu'ils n'attendent pas d'obtenir un aval ou un feu vert quelconque de la part des Nations Unies, et ce qui pose le problème de l'utilité des Nations Unies. Ça, c'était une question que je me pose depuis longtemps. C'est également, je dirais, la conséquence logique du terrorisme, lorsque la Jordanie, qui avait des prisonniers dont les terroristes demandaient la libération, et ces terroristes ont brûlé le pilote jordanien qui était tombé dans leur ligne, immédiatement, les otages ont été exécutés. Donc il n'y a pas eu d'appel aux Nations Unies, de médiation, quoi que ce soit. Là, la sanction a été immédiate. Et je pense que ça peut contribuer à résoudre plus rapidement certains éléments du conflit. Plutôt que de se tourner vers les Nations Unies, on va en commissionner le problème, on va faire un débat, on va trouver
je dirais, des explications, pour ne pas dire des justifications à tous les actes terroristes de la pire manière. Et à la fin du processus, rien ne bouge. Et on a conforté les terroristes. On leur a même livré de l'argent, des rançons, des armes. Et voilà, c'est un peu la conclusion que je me pose. Ici, il y avait une urgence absolue. C'est le lendemain, mais littéralement le lendemain, ou le surlendemain ou plus tard, Aden tombait aux mains des Houthis, l'aéroport international, et donc le contrôle du port. Donc il fallait agir très très vite, pas le temps de se tourner vers le Conseil de sécurité pour avoir un mandat ou avoir un feu vert, un blanc-seing qui aurait donné de la légalité à cette intervention collective. Il faut aussi savoir, indépendamment de cet aspect lié à l'urgence de l'intervention interarabe, c'est que les Arabes, la Ligue arabe considère que les Nations unies sont à leur service lorsqu'il s'agit de peser sur les affaires du monde en dehors de leur sphère d'influence. Mais lorsqu'il s'agit de leur propre sphère d'influence, il est évident que l'ONU ne compte pas, ne le consulte même pas, c'est à eux d'intervenir, ils se fichent parfaitement de savoir s'ils ont un mandat ou pas un mandat. Je suis maître chez moi et je me sers de l'ONU pour être maître ailleurs que chez moi. Ça, c'est un peu la... Mais bon, on ne se plaindra pas de cet activisme saoudien et de cette rapidité de l'intervention, parce qu'il fallait mettre un terme à cette avancée des Houthis et donc de l'Iran, et qu'il fallait tenir compte, naturellement, de l'inconsistance de la politique américaine, qui est pieds et poings liés parce qu'elle ne peut pas en même temps accepter l'hégémonisme iranien et en même temps elle ne peut pas le freiner parce que si elle le freine, elle met à mal les négociations qu'il occupe avec cette même théocratie iranienne sur le nucléaire. On est donc dans une situation absolument ridicule, grotesque, que les analystes peinent à comprendre, à ordonner. On se trouve même dans une situation de capitulation qui, par certains côtés, est pire que ce qui prévalait en 1938. Lorsque, sous la houlette de Lord Halifax, ministre des Affaires étrangères de Chamberlain et de Daladier, eh bien, on avait capitulé devant les aspirations à Munich, devant les aspirations allemandes. Mais ici, c'est pire. Pourquoi est-ce pire ? Parce qu'en 1938, l'Allemagne n'avait encore envahi personne. L'Allemagne n'avait pas montré son pouvoir de nuisance dans les faits ailleurs que dans son propre territoire, dans sa propre zone d'influence naturelle. Mais ici, on est en train de chercher un accord avec un pays qui a montré qu'il règne déjà bien en dehors de ses frontières. Il faut savoir que l'Iran est déjà maître au Liban, à Beyrouth, par l'intermédiaire du Hezbollah, en Irak, à Bagdad, parce que désormais, eh bien, l'Irak a été satellisé, au Yémen, où il cherche à prendre définitivement pied, et en Syrie, où Assad dépend littéralement de la sauvegarde iranienne. Et donc, on est en train de chercher à faire un accord qui consacrerait un statut d'État du seuil à un pays qui montre déjà depuis plusieurs mois, sinon plusieurs années, toutes ses ambitions hégémoniques. Et on est prêt à concéder cela. Un peu comme si, en fait, Munich n'avait pas eu lieu en 1938, mais en 1941, après la campagne de France, après la Pologne, après la Tchécoslovaquie. Et donc, c'est pire encore parce qu'on a les agissements de l'Iran sous les yeux. C'est pas quelque chose que l'on craint, que l'Iran est susceptible de faire, mais qu'il a déjà fait. Et malgré ça, l'Amérique se dit aujourd'hui prête à invalider 6 résolutions, toutes passées sous le chapitre 7 du Conseil de sécurité, c'est-à-dire contraignantes contre l'Iran, qui faisait de l'Iran un État voyou pour en faire un État fréquentable. C'est à cela, littéralement, qu'on assiste, et c'est encore plus incompréhensible lorsque tous les analystes rapportent que l'Iran est littéralement au bord de la ruine parce qu'un rapport interne qui a été rendu public d'ailleurs par le Times of London il y a de ça 2 semaines à peu près, disait que remettre le secteur énergétique en fonction demanderait 200 milliards de dollars sur 5 ans et que 60% du tissu économique a disparu en Iran. C'est-à-dire l'Iran est au bord de la ruine et au moment où il suffit d'une chiquenaude pour le faire tomber et l'obliger à accepter les conditions de l'Occident, c'est à ce moment-là que les Américains viennent lui donner une bouffée d'oxygène qui va sauver le régime, qui va le sanctuariser et qui va asseoir sa domination de toute une région. Alors, il n'y a personne qui peut comprendre une telle ineptie. Alors, soit c'est de l'incompétence, soit c'est du cynisme,
soit c'est de la naïveté, soit il y a un grand œuvre, il y a une vision américaine qui consiste désormais à asseoir la toute-puissance iranienne sur la région, parce que les Américains auraient fait l'analyse que l'Arabie Saoudite est de toutes les façons un pays qui repose sur une tribu destinée à disparaître, et que le seul gendarme qui a la masse critique pour veiller aux intérêts américains, c'est l'Iran, et de faire cette espèce d'énorme shift, c'est-à-dire d'énorme révolution des alliances auxquelles on est en train d'assister. On est parti dans les négociations entre les 5+1 et l'Iran en disant que no deal is better than a bad deal, c'est-à-dire pas d'accord est mieux qu'un mauvais accord, pour aujourd'hui dire any deal for a deal's sake, c'est-à-dire n'importe quel accord pourvu qu'on ait un accord. C'est ça, le pire. Et d'ailleurs, les rumeurs qui circulent à propos de ce que les 5+1 sont prêtes à faire comme concession à l'Iran sont absolument ahurissantes. Et ça inquiète naturellement énormément les Israéliens, mais pas seulement. Pas seulement, toutes les puissances sunnites sont affolées, sont atterrées par cette capitulation américaine qui semble ouvrir la boîte de Pandore, parce que c'est naturel qu'il va y avoir une course à l'armement nucléaire juste derrière, parce que les Saoudiens ont déjà été très clairs, ils ont dit aux Américains, ce que l'Iran a, l'Arabie Saoudite l'aura. Doit l'avoir. Et d'ailleurs, ils ont déjà pris les devants, ils ont signé des contrats avec la Corée du Sud, même chose pour la Jordanie qui vient de signer un contrat de 10 milliards de dollars avec la Russie pour la construction d'une centrale nucléaire civile. Donc l'Égypte ne tardera pas. Donc on voit bien qu'on est en train de jouer avec le feu, et on ne parle pas de n'importe quelle région, on parle d'une des régions les plus instables au monde. Quand vous parlez de naïveté, Isaac, je me pose la question si le terme est encore approprié, puisque or, le fait que vous avez évoqué avec toutes les actions, les envahissements, la mainmise de l'Iran sur le Yémen, le Liban, l'Irak, la Syrie, etc., s'ajoutent à cela les menaces de mort à l'égard de l'État d'Israël. Oui. Et avec, j'irais, dans des pays théocratiques comme l'Iran, ce n'est pas comme une démocratie. Une démocratie, une menace de mort peut n'être pas suivie des faits. Dans le cas d'un pays théocratique, d'un pays dictatorial, comme c'est le cas de l'Iran, on sait que les dictateurs tiennent leurs promesses, malheureusement. Et ne pas vouloir le concéder, ne pas vouloir en tirer les enseignements, c'est non seulement non plus de la naïveté, mais c'est j'irais une bêtise criminelle. Ah oui, criminelle. C'est pas une erreur, c'est une faute. C'est une faute. Vous savez, dans 20 mois, on aura enfin fini avec cette Maison Blanche. Mais cette région et le monde vont devoir vivre longtemps avec les conséquences des bêtises et des sottises qu'auront fait la Maison-Blanche, le président américain et l'administration et ses conseillers. On se trouve devant une situation où il y a en effet un État, l'Iran, qui depuis des années promet à Israël d'être éradiqué, annihilé, anéanti, rien moins que ça. Effacé, rien moins que ça. Et personne ne demande des comptes sur cette ambition iranienne d'effacer un État membre de la communauté internationale, par ailleurs, censément premier allié des États-Unis. Personne ne demande des comptes. Allié indéfectible. Indéfectible. Personne ne se demande, tiens, est-ce qu'on peut parler ou est-ce qu'on peut faire confiance à un régime avec lequel que l'on va consacré dans un statut d'État du seuil nucléaire, est-ce qu'on peut lui faire confiance alors qu'il promet à nos alliés une éradication, une annihilation? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut lui en demander des comptes? Eh bien non, pas du tout. Non, c'est très bien. Et lorsque, pas seulement on dit mort à Israël, on dit sous l'ère des lampions à Téhéran ou à Ispahan, mort à l'Amérique, l'Amérique a une surdité sélective, elle n'entend rien. Par contre, lorsque le Premier ministre israélien, dans sa campagne électorale, dit « Moi, aujourd'hui, je ne vois pas de possibilité pour un État palestinien d'émerger à côté d'Israël parce que les conditions ne sont pas réunies », alors là, la surdité cesse et on entend parfaitement et on en demande des comptes à Israël. Mais sur la promesse de mort à l'Amérique, mort à Israël, personne n'a rien entendu dans l'administration américaine. C'est absolument ahurissant, comme d'ailleurs tout le principe de ces négociations des 5+1 avec l'Iran
est tout à fait surréaliste. De quoi s'agit-il ? On a l'impression de revivre un peu cette arrogance des puissances coloniales au XIXe siècle, lorsque, face à une carte, armée d'une règle graduée et d'un crayon, eh bien, on traçait des frontières et on se partageait des influences sur tel et tel pays. Et on fait ça dans la parfaite absence des pays concernés. On décide pour eux. Il n'y a personne autour de la table de représentants de la région que l'hégémonisme ou les aspirations hégémoniques iraniennes menacent directement. Il n'y a pas une puissance sunnite. L'Arabie Saoudite n'est pas là. La Turquie n'est pas là. L'Égypte n'est pas là. Israël n'est pas là. Non, on va décider pour eux. Dans cette espèce d'arrogance née du 19e siècle, on va faire exactement la même chose, on va décider pour eux. Voilà ce qui est bien. Exactement comme en 1938, eh bien, les Français, les Anglais ont été chez les Allemands et chez les Italiens, on va dire, on va décider du sort de la Tchécoslovaquie. Les Tchèques n'étaient pas présents non plus. Eh bien, on fait la même chose ici. On n'apprend rien, strictement rien du passé, et on s'étonne qu'on est en train de préparer le terrain à une guerre dont l'ampleur va tous nous dépasser et qui fait passer ce qui se passe aujourd'hui au Yémen, eh bien, pour des jeux d'enfants. Bon, tout cela doit se comprendre également dans le renversement des alliances américaines. Oui. Et on a dit, après le camouflet que Obama a reçu par la délivrance du discours de Benjamin Netanyahou devant le Congrès, que les 21 mois qui vont commencer jusqu'au terme de son mandat pourraient nous réserver des surprises, et surtout des mauvaises surprises. C'est-à-dire, c'est des coups bas, des coups fourrés, à l'égard de son allié indéfectible, comme il dit, tout à fait en parallèle avec les offres complètement aberrantes à son ennemi ou à son ancien ennemi. Et pour preuve de coups bas portés à Israël, je voudrais me référer au dévoilement par les États-Unis du programme nucléaire israélien, dont on sait que Israël s'est toujours défendu de disposer d'un armement nucléaire. La seule différence, c'est qu'Israël n'a jamais manifesté d'intention belliqueuse ou d'annihilation d'un quelconque État de la région, un autre État membre des Nations Unies. Et c'est encore, je dirais, un coup de pied sous la ceinture que Obama porte aux États-Unis. Et même dans l'administration américaine, même chez les démocrates, on constate que l'aspect personnel belliqueux d'Obama à l'égard de Bibi Netanyahou n'est pas acceptable. C'est un parlementaire démocrate qui a fait cette déclaration, et c'est quelque chose qui n'est pas... On ne fait pas de la politique sur une base de considération personnelle. C'est un problème d'intérêt des pays, c'est un problème de capacité à défendre son statut, mais certainement pas une amitié ou une inimitié personnelle qui doit gérer, qui doit engendrer des positions, des prises de position aussi graves que celle-là. Ah, c'est sûr que la guerre diplomatique entre Washington et Jérusalem bat son plein. Il est aujourd'hui plus facile, il est beaucoup plus dangereux aujourd'hui d'être un ami de l'Amérique que d'être un ennemi. Je répète, il est beaucoup plus dangereux d'être un ami de l'Amérique aujourd'hui que d'être un ennemi. Il n'y a qu'à voir la manière dont l'administration américaine traite un État censément allié et ami, Israël, et la manière dont il traite un État censément ennemi des États-Unis, je parle de l'Iran. Donc il est plus dangereux d'être un ami de l'Amérique que d'être son ennemi aujourd'hui, parce qu'avec les uns, on est ignoré, on est méprisé, et avec les autres, on est courtisé. Voilà. Donc ça, c'est encore une des surprises de l'administration américaine. Mais il faut aussi savoir que non seulement il est en train de mettre en danger son allié, qui n'a jamais manqué à son alliance et à la fidélité de l'alliance avec l'Amérique, mais il est en train de se tirer une balle dans le pied. On parlait tout à l'heure d'indépendance énergétique. L'Arabie Saoudite a donné déjà un sérieux coup à cette renaissance énergétique américaine en ne revoyant pas ses quotas de production pour peser sur les prix et faire en sorte que les prix restent bas. Pourquoi ? Eh bien, pour empêcher l'Amérique de renforcer ses positions sur le marché énergétique avec ses nouvelles ressources énergétiques contenues dans les schistes. Mais ce que l'Amérique fait avec l'Iran,
si l'Iran est rétabli comme puissance énergétique, si les sanctions tombent, voilà de nouvelles capacités qui vont peser lourdement sur l'offre et qui vont également questionner la durabilité de cette renaissance énergétique américaine. Ce qui veut dire que cette indépendance énergétique américaine, qui profite grandement à la croissance aux États-Unis, parce que grâce à cette indépendance énergétique, l'Amérique dépense beaucoup moins pour acheter cette ressource, bien sûr, et ça reste dans les frontières américaines, eh bien, on questionne, on fragilise cette renaissance énergétique en mettant un gros player, un gros joueur sur le marché du pétrole qui va encore faire peser avec sa production, avec sa propre production, sur l'offre et donc fragiliser encore la situation financière des compagnies pétrolières américaines qui ont besoin d'un prix minimum pour pouvoir rentabiliser l'extraction du gaz et du pétrole de schiste. Mais je voulais revenir sur cette... en même temps, vous savez, cette pression américaine devient intenable. Vous le disiez, c'est une véritable guerre qu'a déclarée Washington à Jérusalem. On se rappellera que la semaine dernière, nous commentions cette accusation portée par le président américain contre Israël, que Israël avait espionné les négociations des 5+1 avec l'Iran, avait communiqué ces informations aux congressmen, c'est-à-dire aux sénateurs et aux députés, allant même jusqu'à suggérer que si ces congressmen utilisaient les informations que Israël leur aurait données, eh bien, ils étaient justiciables, parce que ce serait un acte de trahison. Voilà, rien moins que ça. Mais il y a pire que ça, et vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est d'avoir rendu public ce rapport de 1987 qui concernait les programmes nucléaires des pays alliés des États-Unis dans l'OTAN, on pense à l'Italie, à la France, à la Grande-Bretagne et à l'Allemagne, et d'Israël. C'est un rapport qui compte 387 pages. Toutes les sections de cet accord qui concernent tous les pays que je viens d'énumérer sont restées confidentielles. Il y a un seul pays pour lequel le programme est devenu public, c'est Israël. Donc, ce flou artistique entretenu par Israël avec le soutien des États-Unis, on ne peut pas officialiser que Israël est une puissance nucléaire, eh bien, voilà cette promesse, cet accord, ce serment de silence qui a été injurié par l'administration américaine, qui n'hésite pas à faire de l'Iran un État du seuil, pendant qu'il est en train de dénoncer que Israël a un programme nucléaire et qu'il serait aussi comptable que les Iraniens d'en rendre compte. Voilà l'acte, c'est une initiative prise par un ennemi qui considère désormais que le véritable ennemi de l'Amérique, c'est rien moins qu'Israël. C'est dans cette situation qu'on se trouve, où l'Amérique voit Benjamin Netanyahou comme son principal adversaire, parce que c'est le seul qui est capable, il l'a montré dans son discours du Congrès du 3 mars, de questionner valablement cet accord qui est en train de prendre forme, qui est en train d'émerger à Lausanne, et qui met en danger absolument tout le monde, parce qu'il repose, sur un État, l'Iran, qui a montré que de toutes les façons, il ne tient jamais aucun de ses engagements, et qui ensuite refuse toute inspection surprise, parce qu'on sait que quels que soient les termes d'un accord, quel que soit cet accord, il doit reposer sur des inspections rigoureuses et inattendues, inopinées, de la part des inspecteurs de l'AIEA, pour voir si effectivement l'Iran respecte ses engagements. On va peut-être faire un détour par la Tunisie. Oui. Si vous voulez bien. Oui, volontiers. Où à Tunis, le musée du Bardo a été le théâtre d'un attentat grave qui a tué plus de 20 personnes actuellement. Il y a encore des blessés qui sont dans un état grave qui ne laisse pas préjuger une issue favorable, mais à ce stade, voilà le bilan, où 2 ou 3 terroristes ont mitraillé tous les touristes, principalement les touristes qui s'est trouvaient à l'intérieur de ce musée, notamment ceux d'une escale d'un bateau de croisière, et qui comportait des touristes allemands, Italiens, français et Israéliens. Je suis pas sûr. Je pense qu'Israélien, c'est dans le crash. de l'avion. Voilà, c'est ça.
Et voilà. Donc, après cet attentat terrible, c'est posé le problème de réagir, d'une réaction politique par une marche de solidarité qui s'est tenue ces jours-ci, à laquelle s'est déplacé le président Hollande de France, qui voulait ressusciter, je dirais, l'esprit du 11 janvier, comme on dit à Paris. Mais ce qui prouve également que personne n'est à l'abri, même dans un pays qui a fait la révolution de printemps, de printemps, c'est à l'origine de ce qu'on a appelé improprement le printemps arabe. Et où après avoir eu les frères musulmans au pouvoir, à suite aux dernières élections, ce sont une alternance qui est parvenue à prendre le pouvoir, mais subsiste tout de même ce risque de voir des attentats surgir là où on ne les attend pas. Il y a bien eu des failles dans la sécurité, mais évidemment, je crois qu'il ne pouvait sans doute pas s'imaginer qu'il pouvait y avoir des opérations terroristes de masse comme celle-ci. Voilà. Donc, c'est un coup porté à la Tunisie également, parce que immanquablement, le tourisme va subir le contre-coup de ces attentats. Le tourisme pour la Tunisie, c'est la première ressource en devise. Et je crois que tout le monde maintenant doit se sentir sur ses gardes et faire attention. Ça va limiter, je crois, les déplacements de personnes. Enfin, ce terrorisme qui ne dit pas son nom, parce que les revendications ont été suffisamment floues. On sait que c'est sans doute dans la mouvance des frères musulmans que ce terrorisme a pris son origine, mais je crois qu'il faut maintenant se prémunir et éviter certains endroits. Mais beaucoup d'endroits maintenant, ça devient véritablement un challenge que de trouver un endroit réputé sûr. Rappelez-vous, la semaine dernière, il y avait eu un attentat qui avait fait 150 morts dans 2 mosquées à Sanaa, au Yémen. Au Yémen, précisément. C'était des attentats qui avaient été menés, exécutés par l'État islamique. Les chiites. Contre des chiites, contre les Houthis. On ouvre ici rapidement une parenthèse, on va vite la fermer, qu'au moment où on allait assassiner ces 150 personnes dans ces mosquées à Sanaa, eh bien, il les disait mort à Israël. Il disait rien moins que ça. Les enregistrements l'ont montré, Memri a rapporté cela. Ils sont en pleine transe antisémite et ils hurlent leur haine d'Israël. Et c'est à ce moment-là que les sunnites extrémistes font sauter les chiites extrémistes. Mais enfin, ce qui est arrivé en Tunisie montre la fragilité de toute cette région. Il faut réfléchir à une chose. Du Mali, le Tchad, le Nigeria, la Tunisie, l'Égypte, le Yémen, la Syrie, le Liban, tout ça est en train de trembler sur ses bases. Même chose pour la Jordanie également. On le voit avec même l'Arabie Saoudite qui est menacée au sud de ses frontières. Et c'est dans cette fragilité, dans cette précarité géostratégique que les Américains et les Européens font pression sur Israël pour qu'il fasse des concessions territoriales en Judée-Samarie et en faire un État terroriste, puisque, en entendant, je rappelle des titres de Yannick tout à l'heure, on apprenait que 74% des Palestiniens de Judée-Samarie sont favorables à l'action du Hamas. Rien moins que cela. C'est-à-dire, on pense dans les chancelleries européennes et américaines qu'en faisant des concessions territoriales en Judée-Samarie, on va avoir un État pacifique aux côtés d'Israël qui va échapper à toute cette précarité qui existe partout ailleurs, de l'ouest du continent africain, c'est-à-dire Mali, jusqu'à l'extrême est, c'est-à-dire aux frontières du Pakistan. Tout cela est en train de trembler sur ses bases. Tout cela a été littéralement balayé par le printemps arabe. Se cherche un nouvel équilibre. Il y a des guerres en gestation à peu près partout. Et je n'ai pas parlé de la Libye qui est devenue la nouvelle cour de récréation de toutes les organisations terroristes par laquelle transitent énormément d'armes, puisque les arsenaux de Kadhafi maintenant profitent à toutes ces organisations terroristes. Et c'est dans cet univers absolument chahuté, qui ne repose sur plus rien d'autre, même le sable serait une base solide,
qu'on demande à Israël de faire des concessions douloureuses, qui seraient rien moins que une acceptation de se suicider collectivement. C'est absolument impensable, et c'est ne rien dire de l'incapacité, je dirais presque ontologique, des dirigeants palestiniens à entendre qu'il leur faudrait à eux aussi consentir à des sacrifices. Donc on ne voit pas comment on peut faire le procès du Premier ministre israélien pour avoir osé dire qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, parce qu'il l'a bien précisé à la veille de du verdict, il a bien précisé, aujourd'hui on ne voit pas comment on pourrait envisager la création d'un État palestinien, parce que cela passe par des concessions territoriales qui donneraient en fait les clés de ce territoire abandonné à une organisation terroriste qui s'en servirait comme base de lancement de roquettes et d'obus de diverses natures. Donc c'est absolument irréaliste de penser cela, et on tape sur les doigts du Premier ministre israélien pour avoir fait preuve simplement de lucidité et d'avoir dit ce que tout le monde sait parfaitement: il est impossible dans les conditions actuelles et à brève, même moyenne échéance, d'envisager réalistement la création d'un État palestinien en Judée-Samarie, puisqu'on sait que très rapidement il tomberait sous la coupe du Hamas, dont on connaît le programme. Il faut aussi savoir que Abbas, il a 80 ans, pratiquement, oui. Que tous les jours on se réveille en se disant que ça peut être son dernier jour. Il n'est pas éternel, cet homme-là, et on peut imaginer ce qui se passerait, indépendamment du Hamas, de ce qui va se passer au sein même de l'autorité palestinienne. Celui qui sera appelé à le remplacer, en toute logique, constitutionnel, si j'ose dire, en parlant des Palestiniens, je sais que ça ressemble à un oxymore, c'est le président du Conseil national palestinien, c'est-à-dire le Parlement, qui est un membre du Hamas. Est-ce qu'on réfléchit à cela ? Ça n'a strictement aucun sens. On demande aux et on vend cette espèce d'inanité, cette absurdité, que la solution du conflit israélo-palestinien, c'est la clé de la paix non seulement régionale, mais mondiale. Est-ce qu'on peut me montrer en quoi une solution du conflit israélo-palestinien va résoudre le problème du Yémen, ou va résoudre le problème du Nigeria, ou le problème du terrorisme au Sinaï, ou la guerre civile en Syrie? Ça n'a strictement aucun sens. Et tout le monde se commande de rester dans cette espèce d'imposture, d'absurdité. Bien, nous, on va peut-être se quitter pour ce soir.